Bonjour Essar. Bonjour Tom. Alors Essar, on va essayer enfin de tourner ce Citrep numéro 41 le 12 juin, alors qu'il était au départ donc prévu pour le 8, puis ensuite avec un essai raté malheureusement le 9, parce que il faut quand même informer nos vidéos spectateurs que vous êtes l'objet d'attaques incessantes. Je suis l'objet, moi, en tant que diffuseur de Citrep, hein, d'informations, d'attaques incessantes informatiques par certains services de renseignement. On taira le nom parce que c'est pas très utile. Hein, on va pas leur faire de la pub. Hein, ils sont déjà assez nuls comme ça. Mais enfin, ils ont quand même des moyens, et ce particulièrement, de nous empêcher de tourner ces Citrep. Alors espérons que ce matin, nous ayons assez de liberté pour le terminer dans de bonnes conditions. Mais le risque demeure que, évidemment, ils décident de refaire ce qu'ils ont fait 2 jours de suite, en fin de semaine dernière. Alors, le Citrep 41, je dirais malheureusement comme d'habitude, hein, il commence par un préambule qui concerne les Palestiniens, parce que malheureusement, la situation ne s'arrange toujours pas, hein, ça c'est moins qu'on puisse dire. Il ne faut pas malheureusement attendre qu'il s'arrange, dans le sens où les sionistes, évidemment, se sentent le vent en poupe après la décision inique des Américains de transférer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, ce qui est une forme de reconnaissance comme étant, je dirais, la capitale unique de l'État sioniste. Donc, eh bien, je vous laisse la parole, hein, parce que vous en connaissez encore bien plus sur le sujet des Palestiniens que moi, surtout en temps réel, avec ce qui se passe en ce moment dans les Tout à territoires fait. occupés et surtout à Gaza. Tout à fait. Alors, bien sûr, bonjour à tout le monde, à tous les auditeurs. Et je voudrais effectivement souligner cette grande détermination du peuple palestinien à libérer ses terres et à retourner à ses terres et à ses racines, alors qu'il y a des forces impérialistes qui voudraient les arracher à leurs terres, hein. Comme vous l'avez bien dit d'ailleurs, les États-Unis qui les soutiennent et qui soutiennent tout à fait l'État sioniste, mais en plus avec une escalade, je dirais, dans le soutien qui est celle de la déclaration de Jérusalem comme étant la capitale de l'État d'occupation. Jérusalem est une ville arabe et le restera, est une ville palestinienne et le restera. Et elle restera aussi la capitale de la Palestine malgré toutes les forces d'occupation. Les Palestiniens donc essayent de défendre leur territoire, leurs droits, leurs terres, la terre de leurs ancêtres, en organisant donc depuis ce jour-là des marches de retour tous les vendredis, des grandes marches. Cette année, enfin cette semaine, le vendredi dernier, était aussi, cette marche coïncidait aussi avec l'appel de l'imam Khomeini à faire du dernier vendredi du Ramadan une journée internationale de Jérusalem. Et là, nous étions ravis de voir que dans beaucoup de capitales du monde, il y a eu des manifestations très très importantes, notamment dans 900 villes iraniennes, à Damas, au Yémen, qui sont deux pays qui sont aussi malgré tout en guerre et en butte à une agression directe impérialiste. Ils trouvent le moyen aussi de mobiliser des millions de personnes pour soutenir le peuple palestinien. À l'inverse, dans certaines capitales arabes, notamment l'Arabie saoudite et tous ceux qui... moi, je refuse de les appeler à capitale arabe puisqu'ils traitent de plus en plus ouvertement avec l'entité sioniste occupante et la soutiennent de plus en plus ouvertement. Les manifestations étaient interdites. À Bahreïn, les manifestations étaient interdites alors qu'on sait que la population syrienne et la population à Bahreïn est complètement pour les Palestiniens, pour le soutien des Palestiniens.
la population à Koweït aussi. En Irak, il y a eu des manifestations de soutien. Donc, tout ceci, sans oublier les démonstrations de soutien en France, en Angleterre, aux États-Unis et même en Australie. Donc, dans tous les pays où les peuples sont épris de paix et de justice, aujourd'hui soutiennent le peuple palestinien dans sa lutte pour le retour et pour le recouvrement de ses terres et de ses droits. La répression israélienne s'est accentuée. Je rappelle quand même qu'il y a eu des milliers de blessés, plus de 2500 blessés dans la totalité de ces manifestations. Et puis des morts, des martyrs, il y en a aussi un nombre important, presque une centaine. Donc tout ceci ne fait qu'attiser la volonté du peuple palestinien à recouvrer ses droits. Et je vous dis, Palestine vaincra, les Palestiniens reprendront leurs terres et l'état d'occupation israélien est un état qui va disparaître dans son entité actuelle. Donc, et ce jour semble de plus en plus proche. Alors, Essar, si vous me permettez, je vais énumérer quelques éléments d'information qui sont issus de la préparation de ce site-rep. Donc, c'est des informations que vous m'avez données. Hein, donc, ce sont vos informations. Vous m'avez indiqué une profanation des tombes du cimetière de Bab al-Ahma, ainsi que la destruction du village de Bab al-Ahma, à côté du Oui, voilà. Exactement. Vous avez aussi un journaliste de l'AFP a été blessé par balle dans la bande de Gaza. 4 Palestiniens ont été tués. Donc à ce moment-là, on était vendredi hein, quand on a fait le sommaire. Hein. Et tout ça, ça concerne aussi donc la marche du retour. Hein. Tout à fait. Alors, en plus, il y a eu deux journalistes palestiniens, un journaliste qui a été tué et un journaliste palestinien a été blessé par balle, une urgentiste qui a été tuée, Razan al-Najjar, qui était là juste pour soutenir et pour aider les blessés. Donc, elle a été carrément tuée par un tir de francs-tireurs sionistes directement. Donc, effectivement, l'État criminel ne fait qu'accentuer ses caractéristiques et ne fait qu'accentuer sa répression face à cette montée totale de la population pour la liberté de la Palestine et pour mettre fin à l'occupation israélienne. Alors, ça a donné une réunion exceptionnelle à l'ONU. Hein. Alors, par contre, on ne sait pas très bien... vraiment ce que ça a produit ensuite. Sans doute pas grand-chose, malheureusement, parce que c'est assez souvent comme ça. Tout à fait. Excusez-moi. Je vous en prie, je vous en prie. C'est bon. Donc, on va refermer cette page concernant la Palestine, qui est nécessaire, malgré tout, d'évoquer à chaque fois dans les sites rep, parce qu'il y a un lien absolument... ténu entre la Syrie et la Palestine, sur le plan historique déjà, et puis du fait de la solidarité des peuples. Hein. Il n'est pas ténu, il est très très fort. Ce qui se passe en Syrie visait réellement la Palestine. Alors je voudrais dire, en fait, il y avait besoin de casser la Syrie, qui est vraiment le soutien le plus important de la Palestine, des Palestiniens, et qu'il fallait effectivement neutraliser dans cette lutte du peuple palestinien. Donc vraiment, il est très important de noter ceci. Il est très important de noter aussi à quel point les terroristes qui détruisent la Syrie, qui détruisent l'Irak, sont soutenus par des armes importantes et par des armes non seulement importantes, mais des armes modernes et de ce qu'il y a de plus évolué dans la recherche mondiale occidentale, et voir comment les Palestiniens sont obligés de se défendre avec des pierres
et avec des pierres et avec comment dire, des cerfs-volants qu'ils brûlent, qu'ils envoient sur les colonies, qui font d'ailleurs aujourd'hui la peur et l'angoisse des colonisateurs et des habitants des colonies dans les territoires occupés palestiniens. Donc en fait, ce sont, je dirais, les victoires de l'armée syrienne contre le terrorisme et tous ceux qui les soutiennent, donc aussi bien l'Arabie saoudite, le Qatar, la Turquie, mais surtout les vrais maîtres sont les américano-sionistes, hein, et les pays occidentaux comme la France, l'Angleterre et les pays de l'OTAN, c'est voir à quel point ces victoires ont réussi à redonner espoir et à redonner force au peuple palestinien et à tous les peuples arabes pour se refuser de se soumettre à l'occupant et pour reprendre une lutte encore plus forte pour la libération de la Palestine. Donc là, je tiens à souligner, c'est pas seulement des victoires de l'armée syrienne, mais de l'ensemble de l'axe de la résistance, c'est-à-dire l'Iran, la Syrie, l'Irak, le Liban, le Hezbollah du Liban. Et donc, voilà, c'est ça qui a redonné cette envergure et cette force au peuple palestinien dans sa lutte pour la libération. Parce qu'ils se sentent appuyés. La Syrie fait la colonne, et étant la colonne vertébrale de cet axe de la résistance, et effectivement était la visée de toutes les forces de destruction occidentales. Et aujourd'hui, ces victoires redonnent corps à cette résistance et à cette volonté des peuples. Alors, on va passer à l'actualité interne à la Syrie, en particulier un élément important parce que il préfigure de ce qui menace de se produire face à la présence illégale des forces américaines et des troupes terroristes qui sont managées par Washington, hein, à travers les fameux FDS, à travers, je dirais, la fourniture d'armement à ces gens-là. On a une offensive terroriste à Abu Kamal, avec reprise d'une partie de la ville par une dizaine d'attaques kamikazes, qui a été présentée à l'AFP, sans préciser bien entendu que l'armée syrienne avait évidemment réussi à non seulement arrêter cette offensive inattendue, mais avait repoussé les terroristes sur leur point de départ. Ça signifie qu'effectivement, comme par hasard, et c'est d'ailleurs été souligné très récemment par Moscou, comme par hasard, en fait, eh bien, là où Daesh continue d'attaquer, on est à proximité de bases militaires américaines. Hein. En effet, alors que les forces terroristes de Daesh étaient en train de fuir, hein, depuis donc l'été dernier, en fait, hein, nous avons vu et constaté des hélicoptères américains qui repêchaient surtout les dirigeants de Daesh et des terroristes. Bon, par la suite, ceci est devenu encore plus évident puisque les Américains ont clairement soutenu la présence de Daesh dans une poche qui se trouvait à l'est de la Syrie et à l'ouest de l'Irak, donc juste aux frontières syriennes, irakiennes, dans la Badia, dans la steppe, donc, et que les Américains ont absolument tenu à les garder. Donc, ils bombardaient l'armée syrienne qui venait pour lutter contre qui avançait contre ces terroristes d'un côté, et puis ils ont fait aussi des actions de brouillage. Rappelons-nous, l'été dernier, c'était aussi très difficile, alors que l'armée syrienne avançait très fortement dans la Badia et dans la steppe.
l'intervention américaine était très très importante à ce niveau-là, et surtout dans la base de ce qu'ils appellent la base américaine d'Al-Tanf, qui se situe aussi à un triangle très important de frontières entre la Jordanie, la Syrie, l'Irak, Oui. mais aussi à l'est de Deir Zor, où pratiquement et même très clairement, les Américains avaient dit c'est une ligne rouge, l'armée syrienne ne doit pas dépasser l'Euphrate et ne doit pas aller à l'est de l'Euphrate. Donc en fait, et à chaque fois que l'armée syrienne a tenté d'aller du côté de combattre Daesh, comme ils disent, effectivement, combattre Daesh qui est présent dans cette zone, eh ben, les Américains ont toujours bombardé réellement, et les forces de la coalition, l'armée syrienne, ou alors aussi des civils. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est encore plus grave, parce que les Américains, et ça s'est passé déjà avant, mais maintenant ça devient plus systématique, les forces de la coalition sous direction des États-Unis bombardent systématiquement des villages syriens, des villages civils syriens dans la banlieue de Hasakeh, de manière à détruire et à faire fuir la population civile, de manière à occuper ces territoires. Et surtout parce qu'ils ont voulu les enrôler dans les forces dites FDS, puisqu'on sait que, comme on l'avait dit aussi dans d'autres sites-rep, les forces dites forces démocratiques syriennes qui sont dirigées par les États-Unis n'étant rien d'autre que des Daesh, des forces de terroristes qui ont été recyclées. Certains Kurdes ou certaines factions kurdes, dont d'ailleurs les Kurdes, le plus grand nombre des organisations kurdes de Syrie se sont désolidarisées, mais aussi il y a des tribus dites de nomades ou dites arabes en fait, des tribus arabes nomades qu'ils ont essayé de mobiliser pour être dans ces forces dites démocratiques syriennes, qui sont rien d'autre qu'un rassemblement de gens que les Américains ont réunis et qu'ils soutiennent et qu'ils arment et qu'ils poussent à faire la guerre à l'armée syrienne. Or, en fait, ces forces, ces habitants, ayant refusé de se laisser enrôler, aujourd'hui, ils sont victimes des bombardements américains sur leurs villes, sur leurs écoles, sur leurs hôpitaux. Et donc, dans la ville de Khwaybra, déjà, dans d'autres villes aussi, dans les alentours dans le gouvernorat en fait de Deir Zor, mais aussi dans le gouvernorat de Hasakeh. Et en fait, aussi à Hasakeh et à Deir Zor, ils bombardent systématiquement tous ces villages, mais d'un autre côté, ils soutiennent aussi Daesh qui effectue aujourd'hui des intrusions de plus en plus fréquentes vers la banlieue de Deir Zor et s'attaque à l'armée arabe syrienne. Fort heureusement, ils sont toujours repoussés. Ils sont toujours aussi, ils subissent des déboires importants. Ils subissent beaucoup de morts, beaucoup de blessés. Et donc après, ils se replient et ils sont secourus par les Américains et les forces dites de la coalition qui est dirigée par les Américains. Donc tout ceci, c'est une mise en scène. C'est la réalité. L'autre revers, j'allais dire, de la réalité, mais la réalité est que ce que prétendent les Américains de lutter contre le terrorisme, en fait, est un mensonge. Ils sont là pour aider les terroristes à continuer le plus longuement en Syrie, à continuer à tuer en Syrie et à continuer à bloquer
l'État syrien et à rejeter toute possibilité de solution. Dernier point que je voudrais ajouter, effectivement, c'est que aujourd'hui, les différentes simulations dont vous avez parlé d'ailleurs, et je vous remercie, les différentes simulations jouées par les casques blancs, qui ont été déjouées par par l'armée syrienne et qui ont été déjouées aussi par la diplomatie russe. Bon, aujourd'hui, on sait, et hier, les forces russes ont dénoncé une préparation d'une nouvelle tentative d'accusation de l'État syrien d'utilisation des armes chimiques. En fait, ils ont introduit dans les quartiers est de Deir ez-Zor ou dans les villages est de Deir ez-Zor des grands tubes de chlore. Et, grâce à l'ASL, hein, avec le concours de l'ASL, la fameuse ASL rebelle, modérée, voilà. Hein. Exactement. Donc là aussi, il y a une tentative de simulation d'une attaque chimique de l'État syrien par laquelle il voudrait occasionner un bombardement en Syrie de certaines positions de l'État. Donc ceci exactement de la même manière que ça s'est passé à la Ghouta de Damas pour retarder l'avancée de l'armée syrienne, retarder la libération de ces territoires du terrorisme et pour retarder le retour à la vie normale dans la ville dans les alentours de Deir ez-Zor, comme ça s'est passé aussi dans pas mal de villes. Aujourd'hui, la ville de Ghouta elle est exempte de terroristes et cette simulation de l'attaque chimique a été complètement dénoncée. Dénoncée pas seulement par la Syrie, mais dénoncée aussi mondialement. Nous avons eu connaissance, enfin beaucoup maintenant de médias parlent de ces casques blancs qui sont utilisés par les Britanniques et les Américains, les Français aussi, comme étant des organisations humanitaires qui en fait ne sont rien d'autre que des forces terroristes qu'ils utilisent comme bras armés contre l'armée syrienne. D'ailleurs, là, je voudrais aussi signaler la dénonciation faite récemment aussi bien par la grande journaliste Vanessa Billy de ces terroristes du casque blanc, et puis aussi par un professeur d'université australien, Tim Anderson, qui a dénoncé aussi cette utilisation, ces soi-disant casques blancs ou cette soi-disant organisation humanitaire qui a été créée par le MI6 et les services de renseignement américains et qui sont systématiquement utilisés pour simuler pas seulement, qui sont rien d'autre que les terroristes. Donc, c'est un article qui est apparu dans le Time, son article et sa dénonciation, ce qui est une très bonne chose. Aujourd'hui, de plus en plus de médias dénoncent justement ces organisations réputées humanitaires et qui ne sont rien d'autre qu'un autre masque des organisations terroristes qui sévissent en Syrie, en Irak et aussi au Yémen, dans d'autres pays. Si vous me permettez, avant d'aller plus loin, Essar, il y a quand même quelques éléments que vous m'avez donnés. Qui existait dans l'actualité déjà le 8 juin, date à laquelle on aurait dû enregistrer normalement ce 41e SITREP. C'est le fait que les Américains, ça c'est un constat qui se voit depuis plusieurs mois, hein, les Américains protègent Daesh pour en fait empêcher la connexion stratégique entre la Syrie et l'Irak. Mais on peut constater par rapport à un événement particulier du côté d'Assaké que les Américains ne sont pas prêts à engager le combat directement eux-mêmes, sauf évidemment quand il s'agit de balancer des bombes à 10 000 mètres d'altitude, hein, comme ça ils risquent pas grand-chose.
Donc ils sont pas très motivés à engager le combat, puisque la dernière fois, c'est-à-dire il y a quelques jours, hein, je crois que c'était vendredi d'ailleurs, l'armée US, hein, les blindés US ont rebroussé le chemin quand ils se sont rendus compte qu'un poste de contrôle était occupé par l'armée syrienne du côté d'Assaké. Donc ça prouve bien que de toute façon, ils n'ont pas l'intention de s'engager, enfin en tout cas pas encore maintenant, ou plus tard, ils n'ont pas l'intention, en tout cas maintenant, de s'engager directement pour attaquer l'armée syrienne, sans quoi, évidemment, ils risqueraient probablement d'y trouver l'armée russe à ses côtés. Et puis bon, il y a un élément qui est important, la détermination syrienne à libérer le sud, mais aussi tout le territoire. Hein. C'est votre président Bachar al-Assad qui a encore insisté dernièrement en disant que tous les secteurs de la Syrie seraient libérés, y compris les zones sous contrôle des milices qui sont protégées et qui sont armées par les Américains. Hein. Tout à fait, tout à fait. Donc je vous remercie de rappeler tous ces points importants. Et effectivement, pas seulement notre président qui est déterminé à libérer l'ensemble du territoire syrien, mais toute la population syrienne le soutient et le soutient pleinement dans ses objectifs, mais aussi l'armée syrienne. Donc, mais aussi les pays de l'axe de la résistance. Je tiens à rappeler quand même les différentes réunions qui ont eu lieu Astana, les différentes réunions d'Astana qui en fait ont été organisées en fait par les amis russes, mais aussi en réunissant les Iraniens et puis les Turcs. L'objectif toujours qui a été affirmé, c'est pas seulement dans la réunion d'Astana, mais aussi dans les réunions de Genève, l'objectif qui est affirmé, c'est d'appliquer cette décision de l'ONU quand même, la 2254, qui est d'affirmer quand même l'unicité du territoire syrien et la souveraineté totale de la Syrie. C'est une décision qui existe, qui a été approuvée par une grande majorité de pays et à laquelle tout le monde doit se soumettre. Bien entendu, les Occidentaux refusent de se soumettre, mais ils en parlent de toute façon, ils disent effectivement c'est la référence, etc. Mais ils reviennent toujours à cette histoire de donner le pouvoir ou partager le pouvoir ou donner le pouvoir à leurs alliés qui sont rien d'autre que les traîtres syriens l'opposition offshore, qui sont dans leur sein. Oui, voilà. C'est l'opposition offshore là. Hein. C'est une opposition créée de toutes pièces à partir de gens qui sont nés et encore c'est pas sûr en Syrie, mais qui représentent depuis des années, effectivement, et créés de toutes pièces. Et ces gens qui passent leur vie dans les hôtels 5 étoiles. Donc certains sont soumis à Riyad, d'autres à Qatar, d'autres à la Turquie, d'autres aux États-Unis et à la France. Je rappelle quand même qu'en France, ils sont bien non seulement entretenus, mais ils sont bien couvés et mis au chaud, donc pour les utiliser quand ils veulent. Donc en fait, ces personnes qui n'ont absolument aucune représentation sur le territoire ni dans la population syrienne, ils les baladent dans les réunions internationales pour en faire une alternative, soi-disant, au pouvoir syrien. Ils voudraient bien qu'ils puissent avoir un peu de pouvoir. À ce titre, d'ailleurs, c'est pour ça ils étaient très très gênés par la réunion qui a eu lieu à Sotchi de dialogue syro-syrien. On se rappelle que les États-Unis ont tout fait pour les États-Unis et tous les Occidentaux, d'ailleurs, de l'OTAN, ont tout fait pour non seulement retarder, pour empêcher déjà cette réunion de Sotchi, à laquelle il y avait quand même une délégation syrienne de 1500 personnes qui était représentative de l'ensemble des couches de la population syrienne, et il y avait aussi ceux qui se prétendent aussi d'être de l'opposition. Et alors, les 1500 personnes
représentant la population syrienne, contenait aussi des partis d'opposition, mais une opposition qui était patriotique, qui tient à son pays et qui était là aussi. Donc la décision de à la majorité de cette réunion de Sochi de janvier 2018, elle est allée dans le sens de la souveraineté de la Syrie, dans le sens de l'unicité de son territoire, dans le sens d'une solution politique et dans le sens aussi, surtout, d'une organisation surtout dans le sens donc des constantes patriotiques, en fait, les constantes du drapeau, de l'institution de l'armée, la suprématie de ces institutions et surtout aussi l'institution présidentielle. Et donc de se référer à la Constitution actuelle, mais de constituer un groupe qui pourra discuter de certains amendements de cette Constitution qui a d'ailleurs eu lieu et qui a été faite en 2012, rappelons-le, et qui a été validée par un référendum populaire en février 2012. Bien sûr, la presse occidentale n'en a jamais parlé et à chaque fois, elle remet toujours en cause la constitution syrienne, alors que c'est une constitution qui est très avancée, très correcte, je dirais même la plus avancée des pays de la région. Et ça, effectivement, les Occidentaux qui veulent détruire la Syrie, les pays de l'OTAN, quand je parle d'Occidentaux, je entends pays de l'OTAN qui veulent et leurs alliés dans la région, c'est-à-dire Israël et puis l'Arabie Saoudite et le Qatar, ceux qui veulent la destruction de la Syrie, ils n'en parlent toujours jamais. Et ils ne disent jamais que c'est une constitution qui est tout à fait laïque, qui est tout à fait, je dirais, démocratique et quand même, surtout, qui reprend la citoyenneté comme étant une base d'accès de tout le monde et non pas du tout ni la confession, ni la religion, ni l'ethnie. Alors que les pays occidentaux veulent imposer un État qui est confessionnaliste, c'est-à-dire que les gens votent pour des gens de leur confession, comme ils ont malheureusement créé le cas au Liban, et où ils votent pour une représentation de leur ethnie. C'est-à-dire, c'est comme si en France, on disait, les catholiques vont voter pour des candidats catholiques, les protestants vont voter pour des candidats protestants, les musulmans vont voter pour des candidats musulmans, et les juifs comme ça, mais et alors les Basques, il y aura un député basque, un député catalan, un député provençal, un député normand, un député breton. C'était ça. Donc voilà, effectivement, la Syrie refuse ce régionalisme et cette ethnicité, cette base ethnique et confessionnelle, et la Syrie est un pays laïque. Les droits des citoyens sont basés sur leur citoyenneté, sur leur appartenance à la Syrie, point. Donc, voilà. Une petite parenthèse, des informations toujours que vous m'avez données, ou qu'on a reçues par des canaux d'information différents. J'aimerais faire un comparatif entre les accusations occidentales à travers l'OSDH, la fameuse organisation où il n'y a qu'un seul homme qui donne des informations à tout le monde dans les médias occidentaux, donc c'est vraiment une vaste blague, accuse les Russes d'avoir massacré 44 civils dans le gouvernorat d'Idlib, en sachant que parallèlement le Pentagone reconnaît quand même le massacre de nombreux civils en Syrie, Alors, je pense que la première information que j'ai donnée sur les Russes accusés a fait la une des journaux, en tout cas a été copieusement diffusée. Par contre, la reconnaissance du Pentagone pour les massacres de nombreux civils en Syrie, à mon avis, est passée à la trappe. Oui, malheureusement, mais ça c'est toujours le parti pris des médias mainstream et des médias occidentaux qui veulent garder toujours
le mensonge, en fait, comme base de son information, c'est effectivement, et ce monsieur Rami Abdelrahman, qui est le représentant de l'OSDH, le seul qui s'appelle OSDH, est une création du MI6 américain, britannique, hein, et c'est un agent du MI6. Il existe, il est en Angleterre et basé là-bas, et il dit ce qu'on lui dit de dire, en fait, de toute manière. Donc ça, c'est aussi encore la manipulation médiatique qui est tant dénoncée par tous les résistants, je peux dire, et tous les peuples qui sont épris de paix, et aussi par toutes les personnes comme Michel Colomb qui connaissent les vérités et qui les publient, et qui d'ailleurs sont malheureusement aussi victimes d'interdiction dans les médias. Oui, absolument. Et pas que. Hein. Il est même directement, là, ces derniers temps, il a poussé un petit peu un cri d'alerte, hein, parce qu'il était directement attaqué maintenant. Tout à fait. Donc, j'appelle aussi à le soutenir, hein, parce que c'est un homme de vérité, en fait, et de paix, et qui mène un combat réellement pour faire connaître les vérités de l'impérialisme nouveau, en fait. Alors avant que se termine la première partie du CITREP, hein, qui est en 2 épisodes, il faut quand même parler de quelque chose qui permettrait à tout un chacun de vérifier sur place en Syrie toutes les informations que vous nous donnez à travers les CITREP depuis déjà plus d'1 an. C'est l'occasion peut-être pour chacun de ceux qui nous écoutent, d'aller vérifier sur place grâce à l'organisation d'un voyage en Syrie depuis la France, prévu en octobre prochain. Alors on l'annonce maintenant parce que la date limite d'inscription c'est fin juin. Alors pour les détails, j'invite tous nos vidéospectateurs et spectatrices à se diriger vers le descriptif de cette vidéo, de ce CITREP, sur le compte YouTube d'Éveil Français TV, où vous nous donnerez toutes les indications, les coordonnées, les informations pour s'inscrire, pour aller faire un voyage, je dirais, utile, intéressant, pour constater sur place ce qui se passe en Syrie. Tout à fait. En fait, c'est un voyage de solidarité avec le peuple syrien. Donc, c'est un voyage qui va faire à petit nombre et petit coût aussi. Donc, on fait le tour de plusieurs villes de la Syrie selon ce qui est possible. Donc, et qui aura lieu au mois d'octobre, je crois. Oui, donc, vous avez le lien dans l'annonce. Hein. Il faut écrire très rapidement et puis vous renseigner. Moi, je n'ai pas tous les renseignements de détail. Moi, ce n'est pas moi qui organise, mais c'est une amie que je soutiens et qui est effectivement qui travaille aussi pour faire triompher la vérité. Donc, il faut écrire sur ce lien, écrire à cette adresse mail, et puis vous renseigner sur les détails, et puis y aller. Donc, elle organise 2 voyages par an, un en printemps, un en automne. Et si vous n'avez pas la possibilité maintenant, pensez-y pour l'automne prochain, pour le printemps prochain. C'est un voyage où vous allez pouvoir rencontrer du monde, dormir chez l'habitant ou dans des lieux. Ça ne sera pas du tout du 5 étoiles, hein, des hôtels 5 étoiles, et ça ne sera pas du tout des hôtels, comment dire, des groupes qui sont de luxe, absolument. Vous allez voir non seulement l'étendue mais vous allez pouvoir parler l'étendue de destruction, j'allais dire, mais aussi l'étendue des réalisations depuis la libération de certaines villes. Par exemple, les villes comme Homs, comme Alep, qui ont été libérées maintenant pour Alep depuis au moins 1 an et demi exactement.
Bon, l'intensité des travaux réalisés et de la remise en état. Donc, c'est cette envergure de la population syrienne à reconstruire son pays et à faire aussi rapidement revenir vers la vie normale l'ensemble du pays qui a été vraiment tant détruit par cette guerre de tout l'axe impérialiste contre elle. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, je voudrais aussi vous dire qu'il y a encore cet été et au mois de septembre, pardon, à la fin de l'été, donc la foire internationale de Damas qui reprend, c'est la 60e foire. Je vous rappelle que l'été dernier, au mois d'août, il y a eu la 59e foire internationale qui a eu lieu à Damas. Il y avait la participation de 80 pays. Bon, aujourd'hui, je pense que la participation sera beaucoup plus importante, surtout à l'époque où, étant donné que la ville de Damas a été totalement sécurisée par la libération de la Ghouta et Est et de l'ensemble des villages de la Ghouta Est, où d'ailleurs on a trouvé des caches d'armes très très importantes. Nous en parlerons dans la deuxième partie. Oui, alors pour faire vite, parce qu'il y a énormément de contenu encore comment dire, à présenter, on a aussi une menace de Netanyahou, hein, carrément contre Bachar el-Assad, qui parle de représailles israéliennes contre la Syrie, mais en disant voilà, ben, le régime de Bachar el-Assad n'est plus à l'abri de ces représailles. Alors bon, je crois que c'est une menace qui, à mon avis, n'est pas très très sérieuse, puisque s'en prendre à Bachar el-Assad, c'est franchir la ligne rouge concernant la Russie, puisque la Russie a très clairement dit que Bachar el-Assad est quand même le représentant légitime du pouvoir syrien, et que s'attaquer au pouvoir légitime syrien, c'est aller au-devant de graves ennuis concernant l'armée russe, hein. Alors, effectivement, vous avez entamé le sujet, hein, c'est-à-dire les histoires de stocks d'armes, de tunnels remplis de munitions, de découvertes d'usines de fabrication d'armes. On a en particulier une interception d'une grande quantité d'armes par l'armée syrienne destinée aux terroristes d'Idleb. Dans la grande banlieue de Homs, déjà qui a été libérée, là, qui vient d'être libérée, donc des terroristes, on a découvert des stocks donc et des usines de munitions. Du coup, avec la libération de Homs et de cette partie-là qui était occupée par les terroristes, l'autoroute Homs-Hama est donc réouverte, hein, suite à l'évacuation de ces criminels, cette bande de criminels terroristes. Vous m'avez signalé aussi à Yalda, Babiya et Betsarm, donc qui est la Ghouta de l'Est, hein, c'est la banlieue de Damas. Des tonnes d'armes et de munitions est découvertes avec des usines de fabrication de munitions, d'explosifs et des réseaux de tunnels. On a aussi malheureusement les bombardements orchestrés par Al-Nosra par missile sur la ville de Ran al-Khabé, près de Quneitra, donc là certainement avec le soutien sioniste, hein. Vous avez signalé tout à l'heure, sans préciser, mais vous m'avez donné les informations, donc je les répète, cette tentative d'infiltration de Daesh du côté de Deir ez-Zor, hein, qui s'est terminée en eau de boudin pour l'organisation terroriste, elle concernait les villes d'Assarat et de Shafé. Voilà. L'armée syrienne les a repoussés en tuant nombre de terroristes, hein, donc les effectifs de Daesh, qui n'étaient pas déjà très florissants ces derniers temps, enfin très, très consistants ces derniers temps, se réduisent encore avec ces opérations ratées qui font quand même mal à l'armée syrienne, malgré tout ponctuellement, mais c'est parce que, comme vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, comme on le constatait d'ailleurs depuis quelques semaines, depuis quelques mois, Daesh est maintenant
presque ouvertement soutenu par la coalition US, en particulier par les militaires américains. Et puisque, comme je disais tout à l'heure, il n'y a plus qu'autour des bases militaires américaines qu'on trouve Daesh, qu'on trouve les effectifs de Daesh et les bases de Daesh.